Hey, salut à tous! Ici Rabdel, et je fais enfin une vidéo qui a été demandée par certains d'entre vous. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, et le voici. C'est mon deck Patriote, mon deck standard actuel, un deck que j'apprécie énormément, qui correspond totalement à mon style de jeu, un jeu contrôle, et avec lequel j'ai déjà fait deuxième et premier à deux événements auxquels j'ai participé. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Pendant que les chats se courent après et miaulent comme d'habitude. Alors on va passer en revue ce deck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien Magic, donc bien entendu vous connaissez les 5 couleurs j'espère. Rouge, blanc, bleu, vert, noir. C'est un deck donc rouge, blanc et bleu. Rouge, blanc et bleu, qui est axé sur le contrôle. Alors le contrôle c'est très simple, c'est faire en sorte de tout simplement contrôler le plateau de jeu, faire en sorte que votre adversaire ne puisse pas mettre de créatures, mettre de menaces, et ensuite quand le jeu de votre adversaire est totalement sous contrôle, vous mettez une grosse menace qu'il ne peut pas gérer. Ou s'il essaie de la gérer, vous pouvez contrer tout ce qu'il fait. Et vous gagnez comme ça. C'est assez simple, et c'est assez simple en principe, mais c'est très très subtil. Alors, ce deck est donc, comme je vous l'ai dit, bleu, blanc et rouge. Et alors, on va passer en revue les cartes que je joue. Donc on a dit tout simplement entre guillemets, l'objectif est de contrôler le tapis de jeu. Alors, pour vous dire, pour contrôler, j'ai à peu près tout ça dans mon deck. On va passer tout ça en revue. On passera à la base de terrain ensuite. Alors, donc, par exemple, le genre de sort que je joue, ce sont ce qu'on appelle des removal de masse, hein, ce qu'on appelle aussi des Vras, puisque le premier removal de masse était Colère de Dieu, Wrath of God. C'est des sorts qui enlèvent toutes les créatures du champ de bataille. Simple. Vous ne jouez quasiment pas de créatures, donc ce n'est pas bien grave, et même les quelques créatures que je joue, elles peuvent passer à travers le verdict suprême, on le verra. Le verdict suprême, oui. Suprême verdict. Donc, un gros removal de masse que je joue en 3 exemplaires. Il ne peut pas être contrecarré, il coûte 4 et il détruit toutes les créatures. Voilà, ça fait le taf, c'est vraiment très très puissant. Je pourrais en jouer 4. Actuellement, j'en joue 3. Pourquoi je n'en joue pas 4? Parce qu'en fait, j'ai énormément de choses que je veux jouer dans ce jeu. Donc je ne peux pas tout jouer, tout simplement. Donc les chats sont en train de s'étriper. Vous devez les entendre galoper de partout. Mon dieu. Les chats, s'il vous plaît, hein, un peu de calme. Donc verdict suprême. 3. J'en joue pas 4 donc pour avoir un peu plus de cartes différentes dans mon deck en fait, pour avoir un peu plus de versatilité. Je joue à côté Fureur des Dieux en 3 exemplaires également, qui est aussi un removal de masse mais qui ne détruit pas directement toutes les créatures. Ce sort inflige en fait 3 blessures à chaque créature et si elles meurent de cette façon, elles sont exilées. Je le joue pourquoi? Parce qu'il est moins cher que Verdict Divin. Il sort plus vite et contre des decks très agressifs, il permet d'enlever en fait la plupart des menaces. C'est assez facilement. Donc ça, c'est vraiment orienté contre les decks aggro. On se rend compte dans le standard que Verdict Divin, arrivant à 4, on est quand même souvent... les decks très très agressifs font mal vraiment très très vite. 4, on est sur la brèche. 3, on est bien. C'est ce que j'ai pu en déterminer. Donc ça c'est pour les removals de masse. On va attendre pour Magma Jet. On va continuer d'abord sur Mortier de Misium, qui est encore un removal de masse, avec en fait sa surcharge. C'est un sort en fait qui coûte un incolore et un rouge, qui colle 4 blessures à une créature que vous ne contrôlez pas. Donc ça permet de se débarrasser d'une créature, mais pour son coup de surcharge, en fait, au lieu que ce sort cible une seule créature, il va cibler toutes les créatures adverses. Son coût de surcharge est de 6. Et pourquoi, par exemple, je n'ai pas mis une fureur des dieux et un verdict suprême en plus? Eh bien, c'est parce que ce sort est un peu plus versatile. Si par exemple mon adversaire a une seule menace sur le champ de bataille et qu'elle est par exemple 4-4,
Donc elle a 4 de défense, je préfère dépenser un mortier de Misium et garder un de mes gros sorts pour enlever vraiment toutes les créatures de mon adversaire. Et ça peut toujours faire removal de masse à partir d'un moment quand j'ai assez de mana. Donc c'est vraiment versatile et j'aime bien l'ajout de mortier de Misium dans mon deck. Ça me fait beaucoup de rituels pour l'instant. Pour l'instant on a passé 9 rituels. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté Magma Jet. Magma Jet est vraiment un sort solide. Pour un incolore et un rouge en éphémère, cette fois on inflige deux blessures à une créature ou à un joueur, et on a un regard de 2. Ça permet non seulement de se débarrasser d'une menace, mais en plus, avec le regard 2, on a la possibilité de voir ce que nos cartes vont nous donner dans les 2 prochains tours en fait. Donc on regarde les 2 cartes dessus de sa bibliothèque et on peut déterminer si on veut les piocher ou pas ou les mettre en dessous de sa bibliothèque. Donc cet ajout de regard est vraiment très intéressant dans un deck contrôle qui veut non seulement contrôler son adversaire mais aussi contrôler ce qu'il va piocher pour piocher optimalement. Tout simplement si mon adversaire n'a plus de cartes en main, je tue sa dernière bête avec un Magma Jet, je n'ai pas forcément envie de piocher un mortier de Misium ou un verdict suprême tout de suite, donc je peux les mettre en dessous de ma bibliothèque et piocher des cartes plus utiles. C'est un exemple, ça permet aussi par exemple si j'ai besoin d'un de ces gros sorts d'aller voir si je peux en piocher un rapidement, tout simplement. Donc Magma Jet, vraiment vraiment très bon. J'en ai mis 3 dans ce deck. Ensuite, on va arriver à une carte vraiment très intéressante que je vous le dis tout de suite, je me tâte à la mettre en 4 exemplaires. C'est un sort vraiment très fort de Theros qui s'appelle Enchaîner au rocher. Pour un seul petit mana blanc, c'est un enchantement aura qui va enchanter une montagne que vous contrôlez. Et en fait, quand cet enchantement arrive sur le champ de bataille, vous allez exiler une créature adverse. Et elle va rester exilée du temps que Enchaîner au rocher est enchanté à sa montagne. Voilà. J'aime beaucoup cette carte pour plein de raisons. C'est une carte très forte, pas chère, qui a un effet énorme, très très bon pour contrôle. Et en plus, je dois dire que cette carte est très cohérente en elle-même dans l'histoire qu'elle essaie de raconter. Typiquement, on va enchaîner une créature à un rocher pour la contrôler. C'est un sort de contrôle qui va enchaîner, donc c'est un enchantement d'une montagne. C'est vraiment... Voilà, on peut pas faire mieux dans le fait que la carte représente vraiment ce qu'elle fait en termes de nom et en termes d'effet, tout simplement. C'est un sort vraiment très fort. Dès que je l'ai vu en fait à la sortie de Theros, je me suis dit mon Dieu, ce sort est complètement pété. Et en effet, c'est vraiment une très bonne addition à ce deck. Enchaîner au rocher, un sort très très fort. J'en ai mis 3. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'un 4ème rentre si j'arrive à trouver une petite place. Dans la même veine qu'Enchaîner au rocher, si vous connaissez les anciennes extensions Retour au Ravnica, vous voyez que j'ai mis 3 sphères de détention. La sphère de détention fait en gros la même chose qu'Enchaîner au rocher, sauf que ça n'a pas besoin d'être enchaîné à une montagne. C'est un enchantement, tout simplement, qui arrive en jeu pour 3, un incolore, un blanc et un bleu. Et quand il arrive en jeu, je peux exiler un permanent non-terrain. Très important, permanent non-terrain et pas forcément créature. Donc ça me permet de me débarrasser d'autres menaces que les créatures. J'en ai mis 3. Et la même chose, si une sphère de détention quitte le champ de bataille, le sort ou les sorts reviennent sous le contrôle de leur propriétaire. Les sorts, parce qu'en fait, je n'exile pas... enfin, les permanents, je n'exile pas en fait un seul permanent, mais j'exile tous les permanents qui ont le même nom que celui que je veux exiler, tout simplement. Si mon adversaire a par exemple 2 enchaînés au rocher, et si je décide d'exiler avec sphère de détention enchaînée au rocher, et ben les 2 vont partir en même temps, donc c'est une bonne addition à ce deck. Voilà. Ensuite, qui dit contrôle et qui dit bleu dit souvent contre-sort, et voici la base que j'ai en contre-sort, qui est très très simple. On va commencer en fait par les 4 dissoudre, qui est vraiment le sort de contre de base. Tout simplement en éphémère pour un incolore et 2 bleus, contrecarrer le sort ciblé et regard 1. Le regard 1 qui est très important bien sûr, qui permet de contrôler sa pioche. Et contrecarrer le sort ciblé, il n'y a pas de condition, ce n'est pas non-créature, créature. C'est vraiment n'importe quel sort, donc très fort, bien entendu, dissoudre. J'en ai un foil d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, et je me plais à le jouer, bien entendu.
Donc voilà, 4 fois, bien entendu, pour moi, bien entendu, pour moi c'est la base en fait, avoir un contre-sort solide dans un deck contrôle. Donc 4 dissoudre, et le regard est très important. Le regard fait vraiment la différence par rapport à d'autres contre-sorts. Il est un peu plus cher, certes. C'est une chose à noter. Je joue également en main deck de contre-flux. C'est un contre qui est vraiment orienté contre les decks contrôle. Donc quand je joue en miroir en fait contre un autre deck contrôle, c'est un contre-sort qui ne peut pas être contrecarré. Donc ça c'est très fort. Et on peut également le surcharger quand on a une grosse pile de sorts déjà en train de se résoudre. On peut le surcharger pour contrecarrer tous les sorts adverses en une seule fois. Et ce sort ne peut toujours pas être contrecarré, donc c'est vraiment, vraiment très fort. Voilà, contre-flux, j'en joue 2 de base. Vous verrez pourquoi je dis de base, parce qu'on va passer à la réserve après. Et il y en a un petit troisième, vous voyez d'ailleurs ici. Elle est là, la réserve. 2 contre-sorts. Donc ça, c'est la base de contrôle. Vous voyez quand même, il y a énormément de choses pour faire en sorte que mon adversaire ne fasse pas grand-chose de la partie. Mais, me direz-vous, comment je vais tuer? Ce n'est pas encore la question qu'on va se poser. Il y a encore un élément que les jeux contrôle aiment beaucoup, c'est l'avantage en cartes, le card advantage. Typiquement, un deck qui veut contrôler se doit d'avoir plus de cartes que son adversaire. Tout simplement parce que... Voilà, si votre adversaire joue une carte, vous en ayez une qui convient à la situation pour la contrôler. Donc il vous faut plein de cartes. Il vous faut aller chercher tous vos sorts et vos contre-sorts, et également ce qui va vous servir à tuer à partir d'un moment. Donc je joue plein de choses très bien pour piocher des cartes. Plein de sorts sympathiques. Et on va commencer par un sort qui est sorti avec Theros, et que je trouve vraiment excellent, qui s'appelle Augure de Vapeur. Ce sort qui est en éphémère pour 2 incolores, un bleu et un rouge. En éphémère, on peut regarder les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque, les séparer en 2 tas. Votre adversaire va ensuite choisir un de ces tas que vous allez mettre dans votre main et l'autre dans le cimetière. Donc ça va vous faire piocher entre 1 et 4 cartes. Entre 1 et 4 cartes, c'est plutôt fort. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que vous pouvez vraiment jouer sur ce qu'on appelle le mind game. Donc vous allez pouvoir piéger votre adversaire en lui faisant croire que vous avez besoin de telle ou telle chose dans votre main, l'inciter à vous donner un tas plus gros mais qui semble plus sûr alors qu'il n'est pas du tout. Ce genre de choses. Donc Augure de Vapeur, vraiment une carte excellente. Et pas si cher que ça. Donc une très très bonne addition dans ce deck. Et je me plais vraiment à chaque fois que je joue un Augure de Vapeur à voir mon adversaire se torturer à savoir mais qu'est-ce qu'il essaie de me faire, qu'est-ce qu'il essaie de me dire et qu'est-ce qu'il essaie de me cacher. C'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Bien entendu, pour ceux qui jouent en standard ce genre de deck, vous n'êtes pas sans savoir que cette excellente carte existe. Révélation du Sphinx, et ça c'est un vrai piocheur mes amis. Pour un blanc, 2 bleus et X, vous allez piocher X cartes et gagner X points de vie. Donc c'est vraiment très fort, ça permet donc de gagner plus de points de vie, donc beaucoup plus de temps avant de mourir. Et on pioche X cartes, donc ça nous donne à peu près tout ce qu'on veut pour contrôler notre adversaire. C'est vraiment ce que vous voulez dans ce deck. Pourquoi je n'en ai pas mis plus? Me direz-vous. Pourquoi je n'ai pas fait par exemple 2 Augures de Vapeur et 3 Révélations du Sphinx? Pour plusieurs raisons. La première, je ne vais pas vous la cacher, c'est que Révélation du Sphinx est une carte qui coûte et qui est plutôt recherchée. Donc je n'en ai que 2. J'aurais pu aller en chercher une troisième, mais en fait la deuxième raison qui me paraît plus importante et plus judicieuse, qui m'incite en fait à ne pas aller en chercher plus, c'est que Révélation du Sphinx, pour être vraiment forte comme carte, vous avez besoin de beaucoup de mana. À partir du moment où vous pouvez mettre 5 mana dans X, c'est une bonne carte. Ça commence vraiment à être imposant en fait. Donc tout simplement, cette carte est vraiment utile à partir d'un tour de 7 mana, 8 mana, alors que Augure de Vapeur vous fait piocher des cartes à partir de 4 mana. Ça me paraît quand même plus intéressant, surtout que le metagame est quand même assez agressif. Donc arriver à Révélation du Sphinx, c'est pas forcément une chose facile, et donc Augure de Vapeur prend à mon avis le pas légèrement sur Révélation du Sphinx. Vous pouvez le voir sur la répartition.
3 augures de révélation du Sphinx. Tout simplement. Ensuite, on va parler juste avant de parler des menaces, on va parler de ces deux petits sorts qui sont donc la même carte, Charme d'Azorius. C'est une carte très très versatile, excellemment versatile même je dirais. C'est une carte qui vous permet vraiment de jouer sur plusieurs plans, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Pour un mana blanc et un mana bleu en éphémère, vous choisissez l'un, soit vos créatures gagnent le lien de vie, qui est un sort qu'on ne fait pas, enfin, la capacité qu'on fait le moins en fait. Mais vous pouvez soit également piocher une carte, soit mettre la créature attaquante ou bloqueuse ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Donc l'effet de temporisation est vraiment très bon. Et si vous n'avez pas besoin d'effet de temporisation, eh bien vous piochez une carte, tout simplement. Vous remplacez cette carte par une carte utile. Donc c'est une carte très versatile. Et j'en ai mis deux, elle complète agréablement le deck en fait. Et vous allez voir ensuite les menaces que j'ai mis dans ce deck. Les menaces. Alors quelles sont les menaces de ce deck? On va commencer par la menace qui est, on va dire, la meilleure hein, actuellement dans le format, qui est vraiment une plaie, mais une plaie royale, hein, c'est Étherlin. Vraiment la meilleure menace pour tuer dans ce genre de deck quand vous avez le contrôle. Étherlin tout simplement c'est une 4-5 pour 6. C'est une créature change-forme. Et en fait, cette créature est quasiment intuable. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que pour un mana bleu, vous pouvez l'exiler. Et il reviendra à la fin du tour sous votre contrôle. Donc si votre adversaire essaye de la tuer par un quelconque moyen, vous l'envoyez ailleurs. Donc c'est une créature qui est très difficile à tuer. Très très difficile. Et en plus, cette capacité ne coûte qu'un bleu. Donc si vous imaginez une pile par exemple, votre adversaire joue un sort, vous exilez en réaction. En réaction de votre exil, il essaie de jouer un deuxième sort, vous pouvez encore l'exiler pour un, et ça peut continuer très très longtemps du temps que vous avez du mana bleu. Donc Étherlin, quand il touche le champ de bataille, si vous avez encore un peu de mana bleu après l'avoir casté, ce qui est de toute façon le cas quand vous jouez contrôle, hein, vous attendez d'avoir bien 8 mana, qu'il vous reste 2 mana bleus, que le board est bien contrôlé. Après, il est intuable, à peu près. Ensuite, me direz-vous, mais comment passe-t-il? Pourquoi est-il aussi bien? Pourquoi fait-il autant de dégâts? Et bien, sa deuxième capacité est qu'il peut être imbloquable pour un bleu. Oui, madame, vous avez bien compris. Vous avez l'imbloquabilité pour un seul mana bleu en plus. Très, très bien. C'est juste... Voilà. Donc, il ne peut pas être tué et il ne peut pas être bloqué. Ça, c'est de la menace plutôt kawaii. Me direz-vous, donc c'est une 4-5 et elle tue donc en 5 tours à peu près, quand elle touche le board, 5-6 tours si votre adversaire essaie de la contrôler. Mais non, messieurs, dames, parce qu'en fait, il a encore quelques capacités. Après, il peut gagner +1, -1 ou -1, +1 avec un mana incolore. Donc en fait, vous pouvez très facilement en faire une 8-1 imbloquable et tuer en 3 tours. C'est Étherlin. Voilà, donc vraiment la menace standard très très puissante de ce genre de jeu, que énormément de decks de ce genre jouent. La menace principale du Patriote. Esper aussi, donc Esper c'est bleu, blanc, noir. Esper, en plus de jouer les Zobzeda, etc., je crois que ces decks jouent des Éternels. Ils jouent Blood Baron of Vizkopa, ouais Baron de Vizkopa, et Mato Baron de Vizkopa. Mais Étherlin est vraiment une très très forte menace. Qu'est-ce que j'ai mis encore à côté comme menace? Et oui, vous avez bien vu, j'ai pris le pari de jouer Elspeth, championne du soleil, la nouvelle Elspeth de Theros. Donc je le rappelle, c'est un Planeswalker, donc c'est un arpenteur pour 6 mana, qui arrive à 4 de loyauté. Avec un +1 de loyauté, vous mettez sur le champ de bataille 3 tokens soldats. Pour -3, vous détruisez toutes les créatures dont la force est supérieure ou égale à 4. Et -7, vous avez un emblème qui dit toutes vos créatures ont +2/+2 et le vol. Pourquoi cet arpenteur est fort? Déjà en lisant le texte, vous pouvez vous dire ça a l'air plutôt solide. Et en effet, c'est un arpenteur vraiment très solide qui se protège très très bien lui-même, qui vous met des créatures, 3 créatures par tour si vous le voulez. Ce qui est plutôt pas mal, même si elles sont que 1-1, elles sont vraiment très fortes. Il faut y aller ensuite pour aller choper Elspeth. Si votre adversaire a mis trop de grosses créatures, bah ça fait comme un verdict divin. Donc voilà.
Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire que c'est fort. Et si vous arrivez à avoir l'emblème, et ben tous vos soldats seront 3-3 vols et la mort de votre adversaire devrait arriver d'ici quelques tours. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne menace. C'est une menace en fait que j'ai ajoutée pour une simple raison. C'est parce que je l'ai testée. Je l'ai testée en standard et elle a vraiment passé l'épreuve du feu. Elle fonctionne très bien. Et beaucoup de mes adversaires en fait sont très voilà, font vraiment la gueule dès qu'ils voient arriver Elspeth sur le champ de bataille, à part les decks noirs qui ont chute du héros, qui est un très bon sort. Donc Elspeth, deuxième menace, et c'est ma seule menace, donc je n'ai que 4 menaces dans mon deck. Deck contrôle. C'est d'ailleurs une des faiblesses de ce deck, hein. Si je pouvais caser quelques menaces en plus, je les caserais. D'ailleurs, on va passer on passera sur la réserve qui ajoute quelques menaces. Vous verrez ce que j'ai rajouté. Alors, avant de passer à la réserve, on va voir un petit peu la base de terrain, qui est un peu voilà, le nerf de la guerre. Hein. On ne peut pas jouer sans mana. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis pour ma base de mana? Bien entendu, il y a énormément de bilans. Tous les bilans de Ravnica, ils sont possibles et imaginables pour rouge, blanc, bleu. Mais on va commencer d'abord par 3 temples du triomphe. Alors pourquoi 3 et pas 4? Parce que je n'en veux pas. Je veux pas non plus alourdir mon deck avec des terrains qui arrivent forcément en jeu engagé. Mais c'est une très bonne addition. Si je l'ai en main de départ. En fait, si je l'ai en main de départ, il est fort. Parce que je n'ai pas grand chose à jouer au tour 1, mais ça me permet de faire un regard. Et si je l'ai plus tard dans la partie, j'ai sûrement déjà assez de terrain pour contrôler avec mes sorts actuels. Ça me permet de faire un regard et ça me donnera du mana. Ça me donnera un land drop. Et en fait, il est assez facile, si j'en pioche un, de le caser à un moment où j'ai assez de mana pour faire d'autres choses. Typiquement, si j'ai par exemple 3 terrains, j'ai pas mal de choses à faire avec 3 terrains. Je peux me permettre de mettre mon 4e terrain engagé et de toujours pouvoir faire quelque chose de la partie, tout simplement. Donc j'en mets 3, pas 4. Et à chaque fois qu'ils sont tombés, ils sont plutôt bien tombés pour l'instant. Ensuite, très très simple, 4 fonderies sacrées, qui est donc le bilan rouge-blanc d'insurrection. 4 fontaines sacrées, qui est le bilan blanc-bleu de Retour de Ravnica, et 4 conduits de vapeur, qui sont les bilans de bleu-rouge de Retour de Ravnica également. Donc ensuite, on n'a pas assez de terrain, bien entendu. Là, on n'est qu'à 15 terrains. Et donc, j'ai donc quelques terrains de base en plus. Alors, pourquoi cette répartition? C'est un calcul savant de ma part pour savoir qu'est-ce que je veux avoir et quand je veux l'avoir. Il y a une prédominance de montagne parce qu'en fait, je veux lancer assez rapidement certains sorts assez clés. Je vous les rappelle. Par exemple, Fureur des Dieux, qui a 2 rouges. Et également, je veux caster Enchaîner au rocher, il faut que j'ai une montagne. Donc là, j'ai 4 montagnes, plus on rappelle que les conduits de vapeur et les fontaines sacrées sont des montagnes. Donc ça me fait au final 12 montagnes dans mon deck. Donc la moitié de mes terrains sont des montagnes. Ce qui est assez solide pour pouvoir jouer en toute quiétude des enchaînés au rocher. Voilà pourquoi il y a une prédominance de montagnes. Ensuite, il y a 4 îles, parce que tout simplement, c'est vraiment la couleur principale de ce deck. Vous voyez, des dissoudre pour 2 mana. Le nombre de sorts où il y a du bleu est assez impressionnant. Surtout que j'ai besoin de bleu pour Verdict Divin. J'ai dissoudre qui coûte 2 bleus. C'est la même chose. Hein. Typiquement, Fureur des Dieux coûte 2 rouges. Dissoudre coûte 2 bleus. Donc il me fout mes 2 bleus. Contreflux aussi nécessite 2 bleus. Et ensuite, j'ai envie d'avoir une bonne base de bleu, par exemple pour Éterlin. Typiquement, Éterlin demande beaucoup de bleu pour se protéger. Voilà. Donc, prédominance de bleu. Et il nous reste donc 2 places pour du mana blanc. Mais vous pouvez dire c'est peu, mais on a quand même tout ça en source de mana blanc additionnel. Vu qu'on a que des bilans, ça nous fait 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sources de mana blanc. Et on a 12 sources de mana bleu, 13 sources de mana blanc, et
4, 8, 12 et 15 sources de mana rouge. Voilà. Voilà, tout simplement. Cette répartition en mana me plaît pour l'instant, me sied pas mal. J'attends en fait de voir s'il y a un autre bilan, un bilan bleu, blanc ou bleu, rouge, comme le Temple du Triomphe dans la prochaine extension. Si c'est le cas, ça m'étonnerait pas qu'un des Temples du Triomphe soit remplacé par ce nouveau bilan. Et connaissant Wizard of the Coast, à mon avis, ces petits terrains avec Scry, on va en voir d'autres dans les extensions à venir. Voilà pour la base de mana. Et ensuite, alors je vous fais voir juste pour le fun, mais je me suis quand même mis quelques tokens soldats pour Elspeth. Quelques tokens. Voilà, il y a beaucoup de tokens soldats. Il y en a une vingtaine. Ça sort bien, je peux vous dire que ça sort bien. Mes adversaires, malheureusement, concèdent souvent avant que j'en mette plus de 10. On va voir maintenant la réserve. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma réserve? La réserve d'un jeu de contrôle est souvent difficile à faire. Et celle-ci a été également assez difficile à faire. Mais j'ai eu déjà plus de difficultés que ça, on va dire. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce deck? J'ai déjà un énorme deck de base pour jouer contre les decks aggro. Ma principale crainte, c'est bien entendu le miroir. Si je retombe contre un deck un peu comme le mien, tout ce qui est faire des dégâts, enlever les créatures, etc., toutes ces cartes deviennent inutiles, donc il faut que je les remplace à la deuxième partie. Et bien entendu, j'ai mis plein de choses dans ce sens. Donc j'ai mis un troisième contre-flux, donc en réserve, pour contrer les sorts de mon adversaire, sans qu'il ne puisse être contré. Donc en miroir, c'est très pratique. J'ai mis un augure de vapeur en plus, parce que piocher des cartes c'est toujours bien. Donc ça je le rentre en enlevant mes verdicts suprêmes, ce genre de choses. Ensuite, qui dit deck contrôle dira bleu, de toute façon. Dira bleu, hein, dira... mince. Dira soit Esper, soit Patriote. Donc Esper c'est bleu, blanc, noir, et Patriote c'est bleu, blanc, rouge. Donc... contradiction, contrecarré, le sort bleu ciblé. Ça m'étonne que j'en ai pas 4. Ça m'étonne. Peut-être que je n'ai pas assez de place dans ma réserve. Mais en tout cas, j'en ai mis le plus que je pouvais. Là, j'en ai 3. J'ai également mis 3 dispersements qui contre un sort d'éphémère. Donc qui contre typiquement les contres. Et ça, c'est fort. Contrer les contres, c'est pas mal. Et contrer tous les petits effets que les decks contrôle ont. Dispersement. Ça me paraît assez logique. Ensuite... une autre addition très classique à la réserve, aiguille à sectionner, qui permet de nullifier les capacités d'une carte, typiquement les arpenteurs. Donc très très bonne addition, et il y a plein de petits decks en fait très marginaux qui utilisent des cartes bien particulières, les decks combo, ce genre de trucs, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple le deck Maze End est complètement nullifié par aiguille à sectionner, il ne peut plus gagner. Donc ça c'est fort. J'ai remis une quatrième Fureur des Dieux ici, parce que eh ben, contre les decks très aggro, on va le rentrer, bien entendu. On va enlever quelque chose de plus lent et mettre ce sort très puissant et très rapide. Voilà, tout simplement. Une Fureur des Dieux supplémentaire. J'ai également un autre Charme d'Azorius dans ma réserve, qui est un sort très rapide. Donc je l'ai rajouté, et notamment il sort très bien contre Mono Bleu. Mono Bleu jouant Maître des Vagues, qui a la protection contre le rouge. Donc, Charme d'Azorius. C'est plutôt sympathique. Et ensuite, ça c'est une édition un peu particulière, j'avoue. Mais en fait, c'est donc ma troisième menace que j'ai en réserve, et qui est Medomai, le sans-âge. On rappelle, c'est une créature 4/4 vol pour 6, 4 incolores, un blanc, un bleu. Et cette créature, quand elle inflige des blessures de combat, vous gagnez un tour supplémentaire. Et pendant les tours supplémentaires, elle ne peut pas attaquer. Alors le fait de gagner des tours supplémentaires, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est vraiment un des effets les plus puissants qu'on puisse trouver dans Magic l'Assemblée. Mais voilà, donc Medomai, la xème menace. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit remplacé par des Jace Memory Adept, parce que je n'ai pas encore de Jace Memory Adept.
Donc voilà, c'est une menace que je trouve intéressante, que je n'ai pas encore pu jouer, que je rentre contre contrôle encore une fois. Tout simplement parce que ça vous permet d'attaquer au premier tour et deuxième tour de rester avec tout votre mana détapé pour pouvoir continuer à contrôler votre adversaire. Ce que je trouve intéressant quand on contrôle. Voilà, tout simplement, voilà où j'en suis rendu avec mon deck contrôle pour l'instant, mon deck patriote. Donc bleu, blanc et rouge. Voilà, pourquoi patriote? Parce que bleu, blanc, rouge. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous aussi vous vous amusez bien à faire des decks avec Magic l'Assemblée. Dites-moi ce que vous jouez. Et j'espère que vous gagnez également, tout simplement. Voilà ce deck complètement décortiqué pour vos yeux. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder toutes les vidéos qui sont parues et à commenter. Donnez-moi votre avis sur ce deck en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à la montrer à vos amis pour avoir d'autres avis. Je serai ravi de discuter avec vous en commentaire de cette vidéo. Vraiment très ravi, donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, c'était mon deck patriote. Et je vous dis à bientôt pour peut-être un autre deck. C'est pas facile à en faire, mais peut-être un autre deck si j'arrive à faire mon deck mono bleu. Et bien mes amis, à la prochaine vidéo. Ciao! Hey, salut à tous! Ici Rabdel. Et je fais enfin une vidéo qui a été demandée par certains d'entre vous. J'en ai parlé dans une vidéo précédente et le voici. C'est mon deck patriote, mon deck standard actuel, un deck que j'apprécie énormément, qui correspond totalement à mon style de jeu, un jeu contrôle, et avec lequel j'ai déjà fait deuxième et premier à deux événements auxquels j'ai participé. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Pendant que les chats se courent après et miaulent comme d'habitude. Alors on va passer en revue ce deck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien Magic, donc bien entendu vous connaissez les 5 couleurs j'espère. Rouge, blanc, bleu, vert, noir. C'est un deck donc rouge, blanc et bleu. Rouge, blanc et bleu. Qui est axé sur le contrôle. Alors le contrôle c'est très simple. C'est faire en sorte de tout simplement contrôler le plateau de jeu, faire en sorte que votre adversaire ne puisse pas mettre de créatures, mettre de menaces, et ensuite quand le jeu de votre adversaire est totalement sous contrôle, vous mettez une grosse menace qu'il ne peut pas gérer, ou s'il essaie de la gérer, vous pouvez contrer tout ce qu'il fait, et vous gagnez comme ça. C'est assez simple, et c'est assez simple en principe, mais c'est très très subtil. Alors, ce deck est donc, comme je vous l'ai dit, bleu, blanc et rouge. Et alors, on va passer en revue les cartes que je joue. Donc on a dit tout simplement entre guillemets, l'objectif est de contrôler le tapis de jeu. Alors, pour vous dire, pour contrôler, j'ai à peu près tout ça dans mon deck. On va passer tout ça en revue. On passera à la base de terrain ensuite. Alors, donc, par exemple, le genre de sort que je joue, ce sont ce qu'on appelle des removal de masse, hein, ce qu'on appelle aussi des Vras, puisque le premier removal de masse était Colère de Dieu, Wrath of God. C'est des sorts qui enlèvent toutes les créatures du champ de bataille. Simple. Vous ne jouez quasiment pas de créatures, donc ce n'est pas bien grave, et même les quelques créatures que je joue, elles peuvent passer à travers le verdict suprême, on le verra. Le verdict suprême, oui. Suprême verdict. Donc, un gros removal de masse que je joue en 3 exemplaires. Il ne peut pas être contrecarré, il coûte 4 et il détruit toutes les créatures. Voilà, ça fait le taf, c'est vraiment très très puissant. Je pourrais en jouer 4. Actuellement, j'en joue 3. Pourquoi je n'en joue pas 4? Parce qu'en fait, j'ai énormément de choses que je veux jouer dans ce jeu. Donc je ne peux pas tout jouer, tout simplement. Donc les chats sont en train de s'étriper. Vous devez être en train de galoper de partout. Bon, allez. Les chats, s'il vous plaît, hein, un peu de calme. Donc verdict suprême.
3. J'en joue pas 4 donc pour avoir un peu plus de cartes différentes dans mon deck en fait, pour avoir un peu plus de versatilité. Je joue à côté Fureur des Dieux en 3 exemplaires également, qui est aussi un removal de masse mais qui ne détruit pas directement toutes les créatures. Ce sort inflige en fait 3 blessures à chaque créature et si elles meurent de cette façon, elles sont exilées. Je le joue pourquoi? Parce qu'il est moins cher que Verdict Divin. Il sort plus vite et contre des decks très agressifs, il permet d'enlever en fait la plupart des menaces. C'est assez facilement. Donc ça c'est vraiment orienté contre les decks aggro. On se rend compte dans le standard que Verdict Divin arrivant à 4, on est quand même souvent... les decks très très agressifs font mal vraiment très très vite. 4, on est sur la brèche, 3, on est bien. C'est ce que j'ai pu en déterminer. Donc ça c'est pour les removals de masse. On va attendre pour Magma Jet, on va continuer d'abord sur Mortier de Misium, qui est encore un removal de masse, avec en fait sa surcharge. C'est un sort en fait qui coûte un incolore et un rouge, qui colle 4 blessures à une créature que vous ne contrôlez pas. Donc ça permet de se débarrasser d'une créature, mais pour son coup de surcharge, en fait, au lieu que ce sort cible une seule créature, il va cibler toutes les créatures adverses. Son coup de surcharge est de 6. Et pourquoi, par exemple, je n'ai pas mis une fureur des dieux et un verdict suprême en plus? Et bien, c'est parce que ce sort est un peu plus versatile. Si par exemple mon adversaire a une seule menace sur le champ de bataille et qu'elle est, par exemple, 4-4, donc elle a 4 de défense, je préfère dépenser un mortier de Misium et garder un de mes gros sorts pour enlever vraiment toutes les créatures de mon adversaire. Et ça peut toujours faire removal de masse à partir d'un moment quand j'ai assez de mana. Donc c'est vraiment versatile et j'aime bien l'ajout de mortier de Misium dans mon deck. Ça me fait beaucoup de rituels pour l'instant. Pour l'instant on a passé 9 rituels. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté Magma Jet. Magma Jet est vraiment un sort solide. Pour un incolore et un rouge en éphémère, cette fois on inflige 2 blessures à une créature ou à un joueur, et on a un regard de 2. Ça permet non seulement de se débarrasser d'une menace, mais en plus, avec le regard 2, on a la possibilité de voir ce que nos cartes vont nous donner dans les 2 prochains tours en fait. Donc on regarde les 2 cartes dessus de sa bibliothèque et on peut déterminer si on veut les piocher ou pas ou les mettre en dessous de sa bibliothèque. Donc cet ajout de regard est vraiment très intéressant dans un deck contrôle qui veut non seulement contrôler son adversaire